La France fait face à un tsunami blanc. C'est la formule qui a été utilisée dans le dernier rapport de l'Office anti-stupéfiants pour décrire l'explosion de la consommation de cocaïne, mais surtout plus largement l'ampleur du trafic sur tout le territoire. Un système de narcotrafic extrêmement organisé, on va le voir ensemble. On va aussi voir comment est-ce que l'État tente de répondre à ce problème. Salut, c'est Hugo, j'espère que vous allez bien. C'est donc le sujet à la une des actualités du jour sur YouTube et en podcast audio tout l'été. En France, la demande en cocaïne n'a jamais été aussi forte, c'est ce qu'indique la dernière étude de l'Observatoire français des drogues et des tendances addictives. 3,7 millions de personnes en ont déjà consommé au moins une fois de leur vie et 1,1 million de personnes en ont consommé au moins une fois en 2023. Pourtant, la consommation de cocaïne présente de très nombreux risques. Au-delà du risque d'addiction, évidemment, qui est très important, elle augmente aussi les risques cardiovasculaires, comme les crises cardiaques ou encore les AVC, ainsi que les troubles psychiatriques, comme la paranoïa ou encore la dépression. Elle peut aussi provoquer des dommages au cerveau et au système respiratoire, des dommages parfois irréversibles, et une surdose peut être mortelle. Alors ce qu'on peut noter, c'est que cette hausse de la consommation, elle est aussi portée en parallèle par une baisse continue du prix du gramme, qui est passé en moyenne de 70 € à 58 € entre 2018 et 2024. C'est ce qu'indique donc l'étude. Et cette baisse de prix de la cocaïne, elle est elle-même la conséquence de la hausse de la production à l'échelle mondiale. Selon le rapport de l'Office anti-stupéfiants qu'ont pu consulter certains médias comme Le Monde, en 2024, ce sont près de 4000 tonnes de cocaïne qui ont été produites dans le monde. Et pour vous donner une idée, en 2023, la Colombie aurait produit près de 2700 tonnes de cocaïne, ce qui équivaut à une hausse de plus de 50% en un an. Et plus largement, en fait, c'est une production qui se développe dans de plus en plus de pays. On peut noter par exemple le Mexique, mais aussi le Venezuela, le Guatemala, le Honduras ou encore Salvador. Or, d'après ce rapport, la France, avec ses 5500 km de côte et son aéroport de Roissy, qui est le plus grand aéroport européen, est devenue une porte d'entrée majeure pour la drogue. Une partie alimente le marché intérieur, donc le marché français, mais la France est aussi une zone de passage vers d'autres destinations. Et là, on parle de la question de la cocaïne, puisque l'étude parle beaucoup de ça, mais on peut noter aussi qu'il y a d'autres drogues. On peut penser par exemple à l'héroïne, qui vient notamment d'Afghanistan, des drogues de synthèse aussi, qui viennent de Chine. Et ces drogues, elles arrivent par tous les moyens, des passeurs, via avion, bateau ou encore véhicule. Résultat, selon le rapport, la France est l'un des pays européens les plus touchés par le trafic de stupéfiants. Il est devenu un pays sans zone blanche, donc sans aucune zone réellement épargnée par le trafic de drogue ou sa consommation. Et le commerce de stupéfiants est ainsi devenu le plus grand marché criminel du pays, avec, tenez-vous bien, près de 7 milliards d'euros de chiffre d'affaires en 2023. Alors rapidement, comment s'organise ce trafic? Eh bien le rapport, il décrit une structure pyramidale bien établie. En gros, tout en haut, on trouve une forme d'élite avec moins de 10 organisations criminelles qui contrôlent la quasi-totalité des importations de drogue et notamment de cocaïne en France. Elles sont parfois en lien direct avec des cartels sud-américains et ça regroupe environ une cinquantaine d'individus. En dessous d'eux, on retrouve les semi-grossistes et les chefs de réseau. Il s'agit d'environ 5000 personnes chargées de transporter la drogue et de la revendre aux revendeurs locaux. Enfin, à la base de la pyramide, on retrouve ce qui est appelé ici la main-d'œuvre. C'est souvent des personnes très jeunes chargées de vendre les produits donc directement aux consommateurs. Et cette catégorie, elle représente près de 200 000 personnes selon les estimations du ministère de l'Intérieur. Ce sont souvent des personnes qui sont recrutées en ligne. Et ces ventes, elles se font parfois sur des points de deal, donc sur des lieux, on va dire, plus ou moins définis. Sauf qu'une partie de ces points ont été démantelés, puisque à la fin du mois de juin, on comptait 2700 points de deal en France contre plus de 4000 en 2020, selon le rapport de l'Office anti-stupéfiants. Et donc pour continuer à vendre, les dealers livrent directement chez les particuliers. Ils louent aussi parfois des Airbnb ou d'autres locations saisonnières en courte durée pour en faire des points de vente. Bref, le rapport souligne qu'aujourd'hui, beaucoup de choses se font en ligne. Alors face à cette situation, le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau a estimé que le trafic de drogue est devenu, je cite, une menace existentielle pour notre pays. L'une des conséquences importantes, c'est qu'il y a un lien concret et très important entre le trafic de drogue et la hausse des violences. Pour vous donner une idée, en 2024, la France a enregistré 367 assassinats ou tentatives d'assassinat liés au narcotrafic. Tout cela a causé la mort de 110 personnes et blessé 341 autres. Et c'est un phénomène qui touche désormais 173 villes contre 161 en 2023, avec Marseille,
Grenoble et Toulouse, qui restent les villes les plus touchées. Ça peut donc instaurer un climat de peur dans certaines villes, et le rapport note aussi que certains groupes cherchent à exercer un pouvoir social dans certains territoires. Par exemple, dans certaines villes et certains quartiers, des réseaux proposent parfois de l'aide, par exemple des courses ou du bricolage, le tout donc en échange de la tolérance des habitants envers leurs activités. Alors, à l'échelle locale, certaines initiatives sont mises en place, comme par exemple des couvre-feux qui ont fait beaucoup débat ces derniers jours, des couvre-feux notamment pour les mineurs dans certaines villes. C'est le cas notamment à Nîmes, on avait eu l'occasion d'en parler. Par ailleurs, à l'échelle nationale, un grand plan de lutte contre le trafic de drogue a été annoncé fin 2024 depuis Marseille. Il prévoit notamment la création d'un parquet national consacré à la lutte anti-drogue. Et on en avait parlé déjà il y a quelques mois. Parmi toutes ces mesures, certains font débat, notamment sur leur efficacité. On aura l'occasion d'en reparler. Dans tous les cas, ça me semblait essentiel de faire un point sur ce sujet important aujourd'hui. Je rappelle pour tous les nouveaux qu'on a aussi un format cet été en version newsletter pour facilement recevoir par email l'essentiel de l'actualité. Vous pouvez essayer ça et vous désabonner à tout moment si finalement vous ne voulez pas, sachant qu'on a aussi des recommandations culturelles ou autres. Je vous mets le lien en description si vous voulez essayer ça. Je vous laisse avec Léa pour les actualités en bref et je reviens juste après. Merci Hugo et bonjour à tous. On commence avec un point sur la situation dans la bande de Gaza. Ce mardi, Israël a annoncé réautoriser l'entrée partielle de marchandises via le secteur privé sur le territoire. Alors concrètement, les marchandises autorisées comprennent des produits alimentaires de base, des aliments pour bébés, des fruits et légumes et des articles d'hygiène selon le communiqué du ministère de la Défense israélien. Le communiqué précise que toutes les marchandises seront soumises à un contrôle rigoureux de l'armée israélienne avant leur entrée dans Gaza. En parallèle, le président israélien Isaac Herzog a appelé la présidente du CICR, donc du Comité international de la Croix-Rouge, je cite, à agir par tous les moyens possibles pour aider les otages israéliens toujours retenus à Gaza, après la publication par le Hamas il y a quelques jours de vidéos montrant 2 Israéliens captifs très affaiblis. Le CICR a expliqué ne pas pouvoir agir seul et a renvoyé, je cite, aux Israéliens et au Hamas la responsabilité de se mettre d'accord avant une possible intervention dans la bande de Gaza. De son côté, le Hamas avait déclaré ce dimanche qu'il n'autoriserait l'accès du CICR aux otages israéliens à Gaza que si des couloirs humanitaires étaient ouverts de manière permanente vers le territoire palestinien, ce qu'Israël refuse pour le moment alors que la situation humanitaire est catastrophique dans la bande de Gaza. En tout cas, le Conseil de sécurité de l'ONU s'est réuni ce mardi pour une réunion d'urgence sur la question des otages israéliens. Au total, sur les 251 personnes enlevées le 7 octobre 2023 lors des attaques meurtrières du Hamas en Israël, 49 sont toujours retenues, dont 27 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne. Deuxième actu, l'accord pour lutter contre l'immigration clandestine récemment conclu entre la France et le Royaume-Uni va officiellement entrer en vigueur ce mercredi, c'est ce qu'a annoncé le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau ce mardi. Alors cet accord, il avait été annoncé début juillet par Emmanuel Macron lors de sa visite d'État au Royaume-Uni. L'objectif affiché, c'est de réduire les traversées de la Manche sur des embarcations précaires organisées par des réseaux de passeurs. Et alors concrètement, dès ce mercredi, le Royaume-Uni pourra donc renvoyer en France les migrants arrivés illégalement sur son sol, et pour chaque personne renvoyée, une autre pourra rejoindre le Royaume-Uni via un parcours légal et encadré. Les personnes sélectionnées seront celles qui ont manifesté leur intérêt pour une installation au Royaume-Uni ou qui ont de la famille qu'ils souhaitent rejoindre dans le pays. Cette mesure pourrait toucher autour de 50 personnes par semaine. À noter qu'au moment de l'annonce de cet accord, plusieurs associations humanitaires comme Médecins sans frontières avaient dénoncé un accord, je cite, pas seulement absurde, mais aussi extrêmement dangereux. L'ONG Care for Calais l'avait même défini comme un accord sordide qui s'accompagne d'un échange de vies humaines. Depuis le début de l'année, plus de 25 000 personnes ont rejoint l'Angleterre par la mer à bord de petits bateaux. En 2024, au moins 76 migrants sont morts en tentant de traverser la Manche. Troisième actu, depuis ce mardi et jusqu'au 14 août, les représentants de plus de 175 pays sont réunis à Genève, en Suisse, pour tenter de conclure ensemble le premier traité mondial contre la pollution plastique. Plusieurs dizaines d'organisations, des scientifiques et des représentants de l'industrie plastique sont aussi présents. Alors en fait, il s'agit de la 6e rencontre de ce type en 3 ans sous la direction de l'ONU. La précédente, qui avait été organisée en Corée du Sud en décembre 2024, devait être la dernière, mais aucun accord n'avait été trouvé.
approuvé. En fait, certains pays veulent un accord qui encadrerait tout le cycle de vie du plastique, de sa production à sa gestion finale, pour limiter les déchets et leur effet sur la santé et l'environnement. L'accord serait juridiquement contraignant, donc toutes les parties devraient le respecter sous peine de sanctions légales. Mais des pays producteurs de pétrole et de plastique, comme l'Arabie Saoudite, la Russie et l'Iran, qui sont soutenus par la Chine et les États-Unis, souhaitent quant à eux limiter le traité à la gestion des déchets sans réduire la production. En tout cas, selon les projections de l'OCDE, si rien n'est fait, la consommation mondiale de plastique pourrait tripler d'ici à 2060. Selon un rapport publié ce lundi dans la revue médicale The Lancet, les plastiques provoquent des maladies et des décès et sont responsables de pertes économiques liées à la santé dépassant 1500 milliards de dollars par an, soit environ 1300 milliards d'euros. Et enfin, on finit avec cette actu, l'informaticien et entrepreneur américain Jack Dorsey, qui est notamment le co-créateur de Twitter, a dévoilé ce lundi une nouvelle application de messagerie qui fonctionne sans connexion internet. L'application, qui s'appelle BitChat, permet d'envoyer des messages grâce aux ondes Bluetooth dans un rayon d'environ 300 mètres. Elle peut donc être utile dans des situations où les réseaux sont saturés, comme lors de manifestations, de concerts ou encore de catastrophes naturelles. Les messages sont cryptés, éphémères et n'existent que dans la mémoire du téléphone. BitChat est disponible sur l'App Store pour les utilisateurs d'Apple sans besoin de créer un compte ni de fournir un numéro de téléphone. On ne sait pas encore quand l'application sera disponible sur Google Play Store. Merci beaucoup Léa pour ces actualités en bref. Si jamais vous n'avez pas encore vu l'interview de Matt Groening, le créateur des Simpsons, interview que j'ai eu l'occasion de faire il y a quelques jours, elle est disponible sur notre chaîne YouTube dédiée au grand format, donc n'hésitez pas à la voir. Rendez-vous sur Instagram pour plus d'actualités, je pense que vous le savez, le nom du compte c'est Hugo Décrypte. Prenez soin de vous, prenez soin de nos proches, et puis on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.